Alors, le prince William a sorti de force les documents d'un joaillier lors d'une réunion familiale privée, et toute l'histoire que Camilla racontait à propos du collier de perles de Charlotte s'est effondrée devant le roi. Pas en quelques semaines, ni même en quelques jours. Le temps d'ouvrir un dossier et de juxtaposer 2 pages. Et le plus étrange, c'est que Camilla n'a pas seulement perdu la discussion, elle s'est effondrée physiquement, comme si son corps l'avait lâchée avant même qu'elle puisse formuler un contre-argument. Aujourd'hui, nous allons donc analyser précisément ce qui s'est passé, pourquoi la chronologie ne colle pas, et ce que cela révèle sur la façon dont le palais gère réellement les héritages en l'absence de témoins. Avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous à Crown Watch pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Cela ne prend qu'une seconde et c'est un vrai soutien pour la chaîne. Commençons donc par la pièce elle-même. Il ne s'agissait pas d'un événement public, ni d'une procédure judiciaire officielle. On a présenté cela comme une réunion familiale privée, ce qui semble très courtois et formel, jusqu'à ce qu'on réalise que parmi les personnes assises à cette table se trouvaient 2 conservateurs de haut rang, dont le métier consistait précisément à savoir où se trouve chaque bijou royal historique. Ce détail est important. On n'invite pas les conservateurs à une simple discussion de famille. On les invite lorsqu'il y a un différend concernant la provenance, la propriété, ou encore lorsqu'une personne a déplacé des objets qui ne devaient pas l'être. William entra avec une lime de bijoutier couleur crème, ce qui n'est pas le genre d'objet qu'on apporte à une discussion informelle. Il le posa sur la table. Il resta presque silencieux un instant. Puis, il ouvrit le certificat, le tourna vers Charles et révéla la phrase qui allait bouleverser toute la conversation. Les perles n'avaient jamais appartenu à Camilla, ni récemment, ni provisoirement, jamais. Elles avaient été officiellement destinées à la princesse Charlotte par un testament familial, où n'est pas la même chose que de mettre de côté dans un coffre-fort pour un usage général. Il s'agit d'un destinataire futur nommément désigné. Quelqu'un a inscrit le nom de Charlotte sur un document il y a des années, et ce document avait valeur légale au sein du foyer. Lorsque Camilla a vu le certificat, sa première réaction a été de rire et de parler d'une erreur administrative, ce qui, il faut l'avouer, est une réaction normale pour une première fois. Si quelqu'un vous remet des papiers vous interdisant d'obtenir quelque chose que vous pensiez pouvoir posséder, votre instinct est de remettre en question ces documents. Mais c'est là que l'approche de Williams devient vraiment méthodique. Il n'a pas discuté avec elle, il n'a pas élevé la voix, il a simplement retiré la 2e page et l'a placée à côté de la première. Les numéros correspondaient, les poinçons du bijoutier correspondaient, les références d'inventaire étaient parfaitement alignées. L'explication de Camilla, celle d'une erreur administrative, doit maintenant prendre en compte 2 documents distincts provenant de 2 sources différentes, qui convergent tous 2 vers la même conclusion. Ce n'est plus une simple erreur de frappe, c'est un schéma récurrent. Et Charles, qui avait observé la scène, a relu le dernier paragraphe une première fois, puis une seconde. 6 Deutz Ralentierend. Il baissa la page sans dire un mot, et Camilla cessa complètement de regarder William. Elle observa son mari, car Charles ne contestait pas les preuves. Il acceptait qu'elles puissent être réelles et que son silence soit apparemment pire que tout ce que William aurait pu dire. Mais ce qui me hante, c'est ce qui se passa ensuite. William poursuivit calmement son explication. Le dossier de provenance, qui retrace l'historique d'un objet, de son origine à ses propriétaires, recèle quelque chose de bien plus troublant qu'une simple désignation. Il y avait une référence croisée manuscrite reliant les perles à un ancien inventaire royal, antérieur même à la naissance de Charlotte. Quelqu'un avait par la suite mis à jour ce document,
quelqu'un y avait délibérément ajouté le nom de la jeune princesse. Il ne s'agissait donc pas d'un cas où le nom de Charlotte apparaissait par hasard ou grâce à une simplification administrative moderne. Quelqu'un avait consciemment décidé d'associer son nom à cette parure de perles précise dans un document ancien. C'était intentionnel. C'était quelqu'un qui avait pris la décision de déclarer que cette pièce lui appartiendrait un jour. Ce qui signifie que l'affirmation de Camilla, selon laquelle elle ignorait tout et que personne ne l'avait prévenue, devient difficile à soutenir, car cette mention n'existait pas par hasard. Elle avait été ajoutée délibérément à un document historique. Et lorsque William fit remarquer à Camilla qu'elle s'était levée trop vite, son visage se transforma. Elle tenta d'attraper le bord de la table, le manqua et se laissa retomber sur sa chaise tandis que Charles s'approchait d'elle. Catherine se figea. William se tut, puis l'un des gardiens rompit le silence et déclara que le dossier du joaillier n'était que le début. Un autre document existait et cette page expliquait pourquoi Charlotte avait été choisie. Prenons un instant pour y réfléchir. La gardienne, dont le rôle professionnel consiste précisément à tenir des registres précis, annonça à l'Assemblée qu'il existait d'autres documents, non pas des spéculations ou des rumeurs, mais bien des preuves. Ces documents expliquaient précisément pourquoi Charlotte avait été choisie comme destinataire. Ce genre de détails transforme un différend concernant des bijoux en une affaire beaucoup plus personnelle, car il suggère que la décision n'était pas arbitraire. Il ne s'agissait pas simplement de « il faut bien attribuer ça à quelqu'un ». Il y avait une raison. Et cette raison était écrite. Camilla, assise là, se remettant d'un malaise, devait réaliser que les perles qu'elle désirait n'étaient pas simplement indisponibles. Elles avaient été promises délibérément à une enfant, avec une justification documentée. Et cette justification allait être révélée. Avant d'aller plus loin, je dois maintenant expliquer comment fonctionnent les bijoux royaux, car il est facile d'entendre « parure de perles » et de penser qu'il s'agit d'un collier porté lors d'un dîner. Mais à l'intérieur du palais, les objets historiques revêtent une importance considérable. Ce ne sont pas de simples accessoires. Ils symbolisent la continuité, l'héritage, la mémoire familiale. Lorsqu'un objet est destiné à une personne en particulier, surtout un mineur, il ne reste pas indéfiniment rangé dans un tiroir, attendant d'être réclamé. Il est protégé. Des procédures sont en place. Des gardiens sont désignés. Il existe des archives, et l'accès à ces pièces ne doit pas être anodin. Un membre de la famille royale peut porter un objet lors d'un événement sans en être propriétaire. C'est ce qu'on appelle un usage cérémoniel. C'est temporaire. Cela ne modifie pas la désignation initiale, mais une instruction successorale est différente. Et il s'agit d'une personne qui détient un droit futur sur l'héritage. Et le nom de Charlotte en faisait partie. Ainsi, lorsque Camilla a demandé que le collier de perles soit transféré de la réserve familiale à long terme à sa collection de bijoux de cérémonie personnelle, la distinction entre ces deux catégories est devenue l'objet du conflit. La collection de bijoux de cérémonie désigne l'ensemble des bijoux approuvés et disponibles pour un usage officiel répété. Il ne s'agit pas nécessairement d'une propriété, mais d'un accès régulier. Or, pour une pièce censée être réservée à Charlotte, l'accès régulier par une autre personne pose problème. Non pas que Camilla puisse la voler, mais parce que cela brouille la frontière entre usage temporaire et droit permanent. Une fois qu'un bijou fait partie de votre collection personnelle, on commence à l'associer à vous. Dans les faits, les droits de la génération suivante s'en trouvent affaiblis, même s'ils restent solides sur le papier. Et c'est là que la chronologie devient véritablement étrange.
Des mois avant que William n'ouvre le dossier du joaillier, il y a eu un moment de calme. Presque tout le monde pensait qu'un examen des bijoux du palais s'était terminé tardivement. Lucida disparaissait. Camilla resta sur place avec une responsable des costumes et une simple liste d'inventaire manuscrite. Rien de dramatique ne se produisit. Aucun cri, aucune accusation, mais d'après des documents ultérieurs, cette conversation privée marqua le moment précis où les perles de Charlotte commencèrent à être attribuées à une autre. Camilla demanda à la responsable des costumes de transférer le collier de perles de la réserve familiale à sa garde-robe de cérémonie personnelle avant la prochaine apparition officielle. Elle traita cela comme une simple formalité, et au début, cela paraissait sans doute routinier. Les joyaux historiques étaient régulièrement contrôlés pour leur entretien, leur assurance, leur stockage et leur utilisation lors de cérémonies. Les demandes d'accès transitèrent par plusieurs mains. Camilla avait déjà porté des pièces liées aux générations royales précédentes. La demande en elle-même ne parut donc pas inhabituelle. Mais la fonctionnaire remarqua alors une inscription à côté du numéro d'inventaire. Les initiales de Charlotte y figuraient déjà. Hésitante, elle désigna la note manuscrite et demanda si une autorisation supplémentaire était nécessaire avant tout transfert. Camilla regarda la feuille, marqua une pause, puis déclara que la question serait clarifiée en interne. Elle fit glisser le papier sur le bureau. Aucune dispute ne suivit, mais le silence qui suivit était pesant. C'est à ce moment que tout bascula. La fonctionnaire ne procéda pas au transfert. Plus tard dans la soirée, elle retourna au dossier et examina de nouveau la note. Elle craignait de plus en plus qu'il ne s'agisse d'une restriction successorale plutôt que d'un code de stockage. Elle recopia donc le numéro d'inventaire et l'envoya discrètement au joaillier chargé de la conservation des pièces royales historiques. Elle demanda les documents de propriété originaux et la réponse changea tout. Les joailliers firent correspondre le numéro à la parure de perles exacte. Leurs archives concordaient avec la mention manuscrite relative à l'héritage. Puis vint la découverte. Une instruction familiale scellée désignait la princesse Charlotte comme bénéficiaire. Les perles n'avaient pas simplement été mises de côté, elles avaient été conservées pour elle. Nous avions donc désormais une chaîne de transmission documentée, les initiales de Charlotte sur l'inventaire, la confirmation du joaillier, une instruction familiale scellée, 3 sources distinctes convergeant vers la même conclusion. Et la demande de Camilla avait déjà été formulée. La question n'était pas de savoir si elle était au courant, mais ce qu'elle fit après que le fonctionnaire lui eut fait remarquer ses initiales. D'après le compte-rendu ultérieur, elle déclara que l'affaire serait clarifiée en interne et remit le document en place. Elle ne demanda pas à voir les documents. Elle ne suspendit pas la demande. Elle la fit avancer. Lorsque William apprit l'incohérence, le responsable de la garde-robe apporta personnellement les documents à son bureau. Il lut l'inventaire une fois, puis la confirmation du joaillier, et son expression se durcit. Il prit sa décision sur le champ. Camilla n'apprendrait pas la découverte par une assistante, une note de service ou Charles. Elle l'apprendrait directement de lui. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à cette réunion de famille avec le dossier couleur crème sur la table. Or, voici ce qui me revient sans cesse à l'esprit. William passa toute la réunion à parler d'un ton détaché, maîtrisé, procédurier et calme, mais soudain, il tendit le certificat du joaillier à Camilla et posa une seule question. Si le nom de Charlotte était déjà associé aux perles, pourquoi avait-elle essayé de les intégrer à sa propre collection de cérémonies? Et c'est à ce moment-là qu'il commença à parler comme un père, et non plus comme un simple employé. Prince
non pas héritier, mais père. Il expliqua que l'usage cérémoniel et le droit permanent étaient deux choses différentes. Un membre de la famille royale pouvait porter un objet lors d'un événement sans en être propriétaire, tandis qu'une désignation successorale impliquait que la personne désignée en détenait le droit futur. On ne pouvait pas simplement ignorer le nom de Charlotte sous prétexte que quelqu'un souhaitait un accès plus facile. Charles leva la main avant que la situation ne dégénère. Il avertit que les querelles familiales concernant des biens historiques pouvaient devenir destructrices lorsque l'émotion primait sur la procédure. Le roi voulait des faits, pas de la fureur. Mais même lui ne pouvait apaiser les tensions, car il ne s'agissait plus d'une simple question de stockage. Il s'agissait de savoir si l'héritage, dûment enregistré, d'une petite fille avait été sciemment contesté. William se tourna alors vers Camilla. Il lui dit qu'il aurait pu accepter un malentendu. Il aurait pu accepter une confusion concernant un code d'inventaire. Ce qu'il ne pouvait accepter, c'était que l'on persiste après que le nom de Charlotte ait déjà été mentionné. C'est là le nœud du problème. La demande initiale était peut-être une erreur, mais une fois que le fonctionnaire avait signalé ses initiales, une fois que Camilla avait vu la mention et avait dit que la question serait clarifiée en interne, l'erreur était devenue un choix. Et c'est ce choix que William ne pouvait pardonner. Camilla répliqua sèchement. Elle affirma n'avoir jamais tenté de voler un enfant et accusa le prince de transformer une simple demande familiale en une humiliation publique au sein de la famille. Elle a insisté sur le fait qu'elle pensait que la question nécessitait encore des éclaircissements. Sa voix se durcit tandis qu'elle regardait Charles, s'attendant visiblement à ce qu'il intervienne, mais William ne recula pas. Il retira une dernière photocopie du dossier et la posa près de la main de Camilla. Elle la fixa du regard, mais refusa de la toucher. Au lieu de cela, elle recula sa chaise, créant ainsi une distance entre elle et la preuve. La note était datée. Le responsable des costumes avait consigné que Camilla avait été expressément informée que les initiales de Charlotte figuraient à côté du collier de perles avant que la demande de transfert ne se poursuive. Ce détail anéantissait la meilleure explication qui restait. Catherine finit par rompre le silence. Elle posa une question à voix basse. Si l'avertissement avait déjà été donné, pourquoi la demande persistait-elle? Camilla ouvrit la bouche, puis se tut. Charles jeta un coup d'œil au document, puis à sa femme. Le roi mit fin à la confrontation sur ce point. Il examinerait lui-même les instructions familiales initiales avant toute décision définitive. Guillaume avait mis au jour la contradiction, mais l'autorité finale revenait à une autre instance. Charles était désormais contraint de choisir entre protéger Camilla et honorer le document qui lui était présenté. Quand les cris cessèrent, le moment le plus dangereux commença. Charles prit le dossier et le lut seul. Ni conseiller, ni famille, personne pour adoucir le ton de ces pages. Camilla s'attendait à ce que son mari la défende. William attendait du roi qu'il défende Charlotte. Pourtant, pendant près d'une heure, aucun des deux ne reçut de réponse. Derrière une porte close, Charles était confronté à un choix capable de blesser sa femme ou de trahir sa petite fille. Je ne crois pas que l'on mesure pleinement ce que cette heure a dû représenter. Charles comprend mieux que quiconque le poids symbolique de l'héritage royal. Il a passé toute sa vie au sein d'un système où les objets ont une signification, où un bijou n'est pas qu'un simple bijou, mais un symbole d'appartenance et d'exclusion. Et maintenant, il se retrouve seul avec des documents prouvant que sa femme a tenté d'accéder à un bien qui avait été explicitement promis à sa petite fille, une promesse faite il y a des années, avant même la naissance de Charlotte, dans un inventaire ancien délibérément mis à jour.
Il ne s'agit pas d'un malentendu, mais d'une intention malveillante. Si Charles ignorait ces documents, il laisserait entendre que les promesses écrites peuvent être remises en cause par simple opportunisme, que les droits de sa petite fille importent moins que le confort de sa femme. Mais s'il insistait, il prendrait publiquement parti contre Camilla, la femme qu'il a défendue pendant des décennies. Le document lui-même rendait le choix encore plus difficile. Il stipulait que le service de perles ne pouvait être définitivement attribué à un membre de la famille désigné sans l'accord écrit des tuteurs de Charlotte tant qu'elle était mineure. Le libellé était clair et sans équivoque. Il ne laissait pratiquement aucune place à l'interprétation. Charles découvrit alors autre chose. Une requête distincte, adressée au palais et mentionnant Camilla, visait à faire classer les perles dans une catégorie lui permettant d'y avoir un accès cérémoniel régulier. Elle pouvait toujours prétendre n'avoir jamais souhaité en devenir propriétaire de façon permanente, mais la requête était allée suffisamment loin pour menacer la protection de l'héritage de Charlotte. Charles ferma le dossier. Il n'appela pas William au préalable. Il convoqua Camilla seule. Camilla connaissait déjà la réponse avant même que Charles ait fini de parler. Sa voix était trop prudente. Le dossier resta fermé entre eux, mais son contenu avait déjà réduit à néant tous ses arguments. Les perles seraient immédiatement retirées de ses options cérémonielles. La désignation de Charlotte serait officiellement rétablie. Toute demande ultérieure concernant la parure nécessiterait l'approbation de William et Catherine. Et pour la première fois ce jour-là, Camilla ne protesta pas. Charles parla lentement car il comprenait parfaitement la portée de cette décision. L'attestation du joaillier était suffisante. La parure de perles retournerait dans les réserves familiales sécurisées, conformément à la désignation successorale de Charlotte. Il a également annulé la précédente demande concernant la famille, qui aurait permis à Camilla de porter les perles lors de ses futures apparitions officielles, sans exception. Camilla écoutait sans l'interrompre. Écoutait, elle ouvrit ensuite son sac à main, en sortit le petit mot manuscrit portant le numéro d'inventaire des perles et le posa sur la table à côté de Charles. Elle ne le regarda pas. Elle admit que ce n'était pas la perte d'accès aux bijoux qui la blessait le plus. Ce qui la peinait, c'était de savoir que William la croyait désormais coupable d'avoir sciemment tenté de prendre un objet destiné à Charlotte. Charles ne lui apporta pas les assurances qu'elle espérait. Il expliqua à Camilla que la mention d'avertissement aurait dû bloquer la demande dès que les initiales de Charlotte avaient été remarquées. Il refusa de parler de simple confusion, et ce refus sembla la toucher plus profondément que la décision elle-même. Elle s'attendait à être déçue. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il maintienne une partie de l'accusation de William. Les conséquences s'étendirent presque immédiatement. Charles ordonna un examen de plusieurs autres demandes d'accès aux bijoux formulées durant la même période, craignant que le différend concernant les perles n'ait révélé des failles dans la procédure d'approbation et de réattribution des pièces historiques. Ce qui avait commencé comme une simple querelle d'héritage obligeait désormais la famille à examiner si d'autres documents avaient été traités avec trop de légèreté. William reçut une confirmation écrite peu après. Il lut la décision, plia le papier et le posa sans sourire. Catherine l'observait attentivement. Le prince avait défendu les droits de Charlotte, mais la victoire ne lui apportait aucune satisfaction. Au contraire, il demanda à Camilla si elle comprenait vraiment pourquoi l'affaire était devenue si grave. Catherine répondit avec précaution. Les perles étaient en sécurité, mais pas la famille. Si la colère n'était pas apaisée, chaque rencontre future raviverait cette blessure. Elle l'exhorta à parler à Camilla en privé. La conversation qui suivit fut différente. Ni joaillier, ni roi, ni conseiller. William arriva les mains vides, et Camilla remarqua aussitôt l'absence du dossier
qu'il avait bouleversé quelques heures plus tôt. Ce n'était plus une audience, c'était une affaire personnelle. Il s'assit en face d'elle et prononça doucement le nom de Charlotte. Cette fois, Camilla détourna le regard. William lui confia que sa colère n'avait jamais vraiment concerné les bijoux. Il imaginait Charlotte, des années plus tard, assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, demandant pourquoi un héritage avait disparu alors que son propre père, à proximité, restait les bras croisés. C'est cette pensée qui avait transformé la suspicion en fureur. Camilla écouta avant de répondre. Elle admit que sa place au sein de la monarchie lui avait parfois semblé moins assurée qu'on ne l'imaginait. Des objets historiques importants étaient devenus pour elle des symboles, des signes qu'elle était enfin acceptée et non plus seulement tolérée. Elle savait combien cela pouvait paraître superficiel, mais son désir de reconnaissance avait peu à peu obscurci son jugement. Puis elle admit ce que William attendait d'entendre. Camilla avait vu les initiales de Charlotte. Elle expliqua qu'elle s'était persuadée que cette inscription signifiait une considération future et non une désignation successorale définitive. Elle reconnut qu'elle aurait dû s'arrêter et demander des éclaircissements au lieu de laisser la demande se poursuivre. Pour William, cet aveu était important car elle ne contestait plus les faits. William ne lui accorda pas un pardon facile. Il lui dit clairement que Charlotte ne pourrait jamais servir de monnaie d'échange dans la lutte pour le pouvoir royal. Il accepta son retrait, mais ne prétendit pas que la confiance entre eux était rétablie. Avant son départ, Camilla ne demanda qu'une seule chose. Un jour, si William et Catherine le permettaient, elle voulait dire elle-même à Charlotte que les perles lui avaient toujours appartenu. William ne fit aucune promesse, mais ne refusa pas. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà franchi les murs du palais. Pourtant, ce qui captiva le public, ce n'était pas la valeur des perles. C'était l'image au cœur du différend. Une génération plus âgée se disputant un héritage déjà promis à une jeune princesse. Les partisans voyaient en William un père protecteur. Les critiques, quant à eux, y voyaient une querelle familiale brutalement exposée au grand jour. Devant Buckingham Palace, une petite foule s'était rassemblée autour d'un kiosque à journaux, où le fictif Evening Herald affichait en une la déclaration annonçant la restitution des perles de Charlotte, accompagnée d'une photo de la jeune princesse. Lorsque le journal fut brandi devant les caméras de télévision, plusieurs personnes présentes se mirent à applaudir. Ce simple instant traduisit l'atmosphère mieux que n'importe quelle déclaration officielle du palais. Les communications du palais ne confirmèrent que la décision principale. Le précieux ensemble de perles resterait sous la tutelle de la princesse Charlotte, conformément à l'accord successoral familial, ce qui signifiait que les perles étaient formellement protégées pour son avenir et non pas accessibles à un usage personnel sans restriction. Cette simple confirmation était cruciale, car elle soustrayait le débat aux émotions privées pour l'ancrer dans un principe clair. Les vœux écrits l'emportaient sur la facilité. William n'apprécia guère les festivités qui suivirent. Il confia à Catherine qu'il ne souhaitait pas voir Charlotte grandir, persuadé que les perles avaient déclenché une guerre familiale en son nom. Il s'était battu pour défendre ses droits, mais la victoire lui pesait désormais étrangement. Catherine lui rappela que leur fille méritait l'héritage sans pour autant emporter l'amertume. Camilla aborda une matinée bien différente. Seule, elle lut les articles de presse et s'arrêta lorsqu'un commentaire décrivit le différend comme une lutte entre statut et héritage. Ces mots la firent tressaillir car ils réduisaient à un contraste brutal tout ce qu'elle avait tenté d'expliquer. Charles comprit immédiatement les dégâts. Il approuva des procédures écrites plus strictes concernant les bijoux historiques liés à des bénéficiaires futurs
nommément désignés, exigeant une autorisation plus claire avant qu'une pièce puisse être intégrée à l'usage régulier d'un autre membre de la famille royale. Cette garantie était essentielle, car le différend avait révélé la facilité avec laquelle l'accès cérémoniel et la propriété future pouvaient être confondus. William accueillit favorablement ce changement, mais sans le percevoir comme une vengeance. Camilla accepta que les nouvelles règles s'appliquent à tous, y compris à elle. Charles ne souhaitait qu'une chose par-dessus tout: qu'aucun futur membre de la famille ne soit confronté à la même incertitude. Finalement, il n'y eut ni seconde revendication spectaculaire, ni volte-face cachée, ni intervention de dernière minute. La décision fut maintenue. Le collier de perles fut catalogué au nom de Charlotte, mis sous scellé dans les réserves royales et retiré des futurs bijoux de cérémonie de Camilla. William assista à la finalisation des formalités administratives sans manifester le triomphe que d'autres auraient pu attendre. Les joailliers ont officiellement restitué l'ensemble au registre d'héritage désigné de la princesse Charlotte. Catherine et son époux furent désignés comme tuteurs responsables jusqu'à ce que leur fille atteigne l'âge requis. Lorsque la page d'inventaire mise à jour fut signée, le prince vérifia lui-même le nom de Charlotte, posa son stylo et déclara d'une voix calme qu'aucune autre action n'était nécessaire. Catherine ressentit du soulagement, non pas de la victoire. Elle confia à William que leur fille devrait un jour recevoir les perles sans hériter de la colère qui les avait entourées. Protéger Charlotte avait été important, mais transformer cette protection en une amertume permanente anéantirait une partie de ce pourquoi ils s'étaient battus. Peu après, Camilla prit sa propre décision. Elle signa le retrait écrit de sa précédente demande et accepta la décision de Charles sans la contester. Son effondrement précédent revêtait désormais une signification plus profonde. Il avait marqué l'instant où la confiance avait cédé la place à la prise de conscience que la position sociale seule ne pouvait prévaloir sur une promesse familiale écrite. Charles assuma également sa part de responsabilité. Lors d'une conversation privée avec William, le roi reconnut que son retard à affronter l'incertitude avait permis aux tensions de s'exacerber. Il renforça par la suite la procédure d'approbation, veillant à ce que les objets historiques liés aux personnes portant un nom ne puissent être transférés à la légère à une autre personne. Le monarque avait choisi la clarté là où l'hésitation avait autrefois engendré le danger. William et Camilla ne se rapprochèrent pas soudainement. Leur relation demeura plus réservée, mais leur conversation privée empêcha le différend de dégénérer en rupture définitive. Le prince accepta son retrait. Elle cessa de contester les droits de Charlotte. Cela suffit à apaiser les tensions. Charlotte demeura à l'abri de la confrontation. Un jour, elle recevrait bien plus que des perles. Elle hériterait de la preuve qu'une promesse faite en son nom avait été tenue avant même qu'elle soit en âge de la défendre elle-même. Le dossier fut clos et archivé. Le nom de Charlotte y demeura. Personne ne l'a contesté à nouveau.